Sixième volet de notre émission spéciale La France ou l'indépendance, animée par Elisabeth Noir. Bonsoir, bienvenue dans notre sixième débat, La France ou l'indépendance. Un rendez-vous que nous vous proposons tous les mardis soirs à 17h jusqu'au 4 novembre, avec un face-à-face entre un partisan du maintien dans la France et un indépendantiste. Ils ont une demi-heure pour débattre, échanger, défendre leurs convictions et expliquer leurs choix. Ce soir, nous recevons Nicolas Metzdorf, élu calédonien Ensemble et membre du gouvernement. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean Crenier, secrétaire général de l'UPM, représentant de l'UNI. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs d'ARB. Merci à tous les deux d'être présents. Et par tirage au sort, c'est Jean Crenier qui ouvrira ce débat. Et c'est donc Nicolas Metzdorf qui le clôturera. Le 4 novembre, les Calédoniens devront répondre à la question: voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Jean Crenier, vous voterez oui le 4 novembre. Oui. Pourquoi? Lors des accords de Matignon, j'avais 15 ans, en 88. Pour les accords de Nouméa, j'ai voté oui avec 72% de la population. J'avais 25 ans. J'ai bien compris à ce moment-là ce que voulait dire le pari sur l'intelligence de Jean-Marie Tjibaou. Cette main tendue aux autres populations. L'accord de Nouméa, c'était la paix pour 20 ans, mais aussi la construction du destin commun, l'appropriation des compétences transférées par les gens du pays, qui nous amène au bout du processus à nous poser la question. Le processus de l'accord de Nouméa, bien sûr. Voulez-vous accéder à la pleine souveraineté? C'est comme ça qu'est formulée la question pour la consultation. C'est aussi le sens que lui donne l'accord de Nouméa. Dans l'accord de Nouméa, on ne dit pas au bout de 20 ans, vous direz si vous voulez rester dans la France. Non. On dit bien, la population se prononcera sur l'accession à la pleine souveraineté. C'est tout le sens de l'esprit de l'accord de Nouméa, qui a été retraduit juridiquement par le gel du corps électoral en 2007 à Versailles, approuvé par plus de 90% des sénateurs et députés de France, dont la grande majorité était de l'UMP et de l'UDF, organisée par un président de droite. Alors pourquoi voulez-vous que ces députés et ces sénateurs de droite confirment le gel du corps électoral, si ce n'était pour rétablir l'accord politique, signé quasiment 10 ans plus tôt? Donc si on est logique avec soi-même, que l'on a voté oui à l'accord de Nouméa, on doit voter oui au référendum. Que ceux qui ont la possibilité de voter parce qu'ils remplissent les critères se posent bien la question avant de déposer leur bulletin sur le sens et la conséquence de leur vote. Voter non, c'est dire au Kanak: je ne veux pas que tu réalises ton droit à l'autodétermination. Voter oui, c'est accéder au changement que notre économie et notre population a besoin pour sortir par le haut, pour continuer à se développer à notre rythme et organiser notre pays selon ses besoins. Voter oui, c'est faire le destin commun entre nous. Ouais, donc pour cette explication de Jean Crenier, Nicolas Metzdorf, vous voterez non le 4 Exact. novembre. Alors pourquoi? Déjà pour plusieurs raisons. Déjà, ce que prévoit l'accord de Nouméa, c'est le transfert, oui ou non, des compétences régaliennes à la Nouvelle-Calédonie, les 5 dernières compétences qui restent aujourd'hui dans les mains de l'État. Et nous, on considère qu'on est un trop petit pays pour pouvoir devenir indépendant. On a une population trop faible pour pouvoir créer une richesse intérieure qui suffise à compenser les dotations de l'État. L'ensemble de la fiscalité des Calédoniens, ça représente 180 milliards, les dotations de l'État 150 milliards. Donc si je dois faire un résumé, il faudrait doubler les impôts des Calédoniens pour subvenir aux besoins actuels de la Nouvelle-Calédonie. C'est pas forcément une bonne idée et je ne crois pas que les auditeurs d'RRB sont pour. La deuxième chose, c'est qu'on est un trop petit pays également, une trop faible population pour assurer l'impartialité de compétences comme la justice ou la police. Dans un pays où tout le monde se connaît, où on a tous des liens familiaux, amicaux ou professionnels, gérer soi-même quelque chose comme la justice ou comme la police,
ça peut vite amener à des dérives. Et la présence de la France nous assure l'impartialité de la gestion dans ces compétences-là. Enfin, on a finalement une France qui nous a permis, mine de rien, d'évoluer en tant que Calédoniens. La citoyenneté a été créée, les transferts de compétences sur l'enseignement et la sécurité civile ont été effectués. Nous nous sommes développés, nous avons rééquilibré la Nouvelle-Calédonie avec une usine du Nord, un lycée agricole de Pointe-Bout de Flambant-Neuf. Nous nous sommes émancipés de la République tout en restant français. Et je crois que ça prouve que l'on peut être à la fois citoyen calédonien, citoyen de la République française et citoyen européen. Les choses ne sont pas antinomiques. Et c'est une chance pour nous aujourd'hui d'être calédoniens, français et européens. Jean Cronier, qu'est-ce que vous répondez à ces arguments ? La Nouvelle-Calédonie n'a pas les moyens d'assurer les compétences régaliennes et la France nous permet d'être à la fois français et calédonien ? Notre pays est trop petit, les dotations de l'État, notre économie, franchement, on n'a pas du tout la même lecture de l'économie du pays. Ce sont bien les gens au quotidien, tous les jours, qui font que notre économie fonctionne et qu'on arrive à avoir un produit intérieur brut qui avoisine les 1000 milliards. Je rapporte à ça les 150 milliards de l'État français, 15% de notre produit intérieur brut. Je dis aussi que le nickel ne représente que 10%, toujours de ce produit intérieur brut. C'est pour donner les échelles, en fait. Notre fiscalité, elle est basée aujourd'hui et organisée, même si on a la compétence de la fiscalité aujourd'hui, on a eu du mal, beaucoup de mal, au niveau du Congrès, puisqu'on n'a pas la majorité, à faire évoluer, justement, notre fiscalité, à faire en sorte qu'on puisse réduire ces inégalités sociales, qu'on puisse faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes qui payent. Et jusqu'à présent, c'est toujours les petits. Donc c'est tout ça. C'est tout ça qu'on pourra changer demain dans le pays indépendant, parce que il n'y aura plus cette rivalité, c'est pas le bon mot, mais cet état d'esprit qui conduit à faire que quand nos élus sont au Congrès, ils se réfugient un peu trop rapidement derrière des postures indépendantistes d'un côté et non indépendantistes de l'autre, qui font qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas à faire évoluer, à faire voter les réformes sociales nécessaires à notre pays et justement à faire évoluer donc notre fiscalité pour la rendre plus juste. Il ne s'agit pas du tout d'imposer plus à la population, mais de mieux répartir les richesses. Je pense que à la gestion à la province Nord, nous l'avons bien démontré, que nous sommes capables de mettre en place des politiques publiques pour l'ensemble de la population, d'être inventifs sur les systèmes de gestion, les systèmes de mise en place. Je veux parler évidemment de la gestion du nickel, des ressources naturelles avec le 51-49 qui est appliqué et qui produit donc ces résultats. Nicolas Mesdorf a également parlé de la petitesse du pays par rapport à l'impartialité de la justice et de l'ordre public. On l'entend bien sûr. C'est pour ça que nous, dans notre projet de société du FNKS, nous prévoyons de partager ces compétences d'ordre public, je le dirais autrement, mais plus de justice, oui, par rapport à l'impartialité de la justice, de faire en sorte que ça soit des juges étrangers qui viennent exercer la justice, comme ça se fait dans beaucoup d'autres pays de la Mélanésie, de manière à ce que l'impartialité du juge, mais aussi du procureur de la République soit garantie. Concernant le rééquilibrage, il n'est pas fini. On de répondre point à point. On peut déjà, Nicolas Mesdorf, se répondre sur certains points et puis revenir sur la suite.
Oui, c'est rigolo que le projet du FLNKS propose de faire venir des juges étrangers. On a des juges déjà métropolitains, donc ça sert à rien d'aller chercher des juges étrangers. On a déjà la chance de bénéficier des meilleurs juges de France, donc tant mieux. Moi, je crois surtout que c'est pas parce qu'on va rester français qu'on ne peut pas continuer tout le chemin qui a été parcouru ces 30 dernières années sur l'émancipation de la Nouvelle-Calédonie, sur le rééquilibrage, sur la formation de cadres calédoniens, que ce soit pour le secteur privé ou public. Par exemple, les compétences régaliennes. Nous, on dit qu'il faut les calédoniser. Ça veut dire quoi ? On parlait des juges. Il n'y a pas de juge calédonien. Il n'y a pas de greffier calédonien. Il faut pouvoir former des Calédoniens à exercer les compétences régaliennes, qu'elles restent dans les mains de l'État, mais que les Calédoniens les pilotent. En Nouvelle-Calédonie, on voit encore qu'on peut aller plus loin dans l'émancipation sans franchir le pas de l'indépendance. Finalement, le pas de l'indépendance aujourd'hui, quand on y réfléchit, c'est quelque chose qui est issu d'une volonté politique des années 70, mais qui aujourd'hui, au XXIe siècle, a perdu un peu de son sens. Parce que qui est indépendant de nos jours ? Personne. Demain, on va être indépendant. Imaginons que le oui l'emporte. Mais 2 jours après, les avions et les bateaux venus d'Asie vont arriver nous proposer plein de choses, de financer nos écoles, de financer nos infrastructures publiques, moyennant quelques autorisations de pêche ou quelques autorisations d'exploitation minière. C'est vrai qu'on a un passé difficile avec la France. Moi, je ne le remets pas en cause. C'est vrai que la colonisation a été quelque chose de difficile, notamment pour le peuple kanak. Mais aujourd'hui, les rapports avec la France, ils ont considérablement évolué. On a une France qui nous comprend, qui nous écoute, qui prend du temps avec nous. Regardez le nombre de comités destinataires pilotés par le Premier ministre lui-même, qui s'engagent sur des choses, sur un accompagnement de la Nouvelle-Calédonie, y compris sur le secteur du nickel. Je veux dire, on a une France qui nous permet d'assumer notre spécificité au sein de sa République. Qui d'autre au sein de la République a une citoyenneté comme la nôtre ? Personne. Il n'y a pas de citoyen alsacien, il n'y a pas de citoyen corse. On est les seuls à être comme ça. La France a reconnu notre spécificité. Donc, c'est pour ça que je dis, à quoi ça sert finalement d'aller plus loin aujourd'hui ? Parce que finalement, on a les 2 bons côtés des choses. On a le fait d'être reconnu calédonien en gérant un maximum de compétences, et on reste français pour les grandes compétences régaliennes, comme l'armée et la justice, où là, on a vraiment besoin d'une grande puissance, et on a la chance que ça soit celle des droits de l'homme. Donc, aujourd'hui, c'est tout bénef pour nous, finalement. Jean Cronier, c'est tout bénef. Vous souriez quand Nicolas Mesdorf parle de l'arrivée des pays asiatiques ? Ah, complètement, oui. Je souris. Déjà, je voulais continuer sur le rééquilibrage, oui, mais il n'est pas fini, loin de là. C'est vrai que grâce au rééquilibrage, pendant ces 20 dernières années, on a montré qu'on a réussi à montrer nos compétences dans la gestion des provinces, mais aussi faire en sorte que aujourd'hui, nos enfants, ils ont accès largement au niveau social, au niveau pour la santé, au niveau des hôpitaux, des dispensaires, au niveau de l'école, par les écoles primaires, mais surtout les collèges et les lycées qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est bien, grâce au rééquilibrage et grâce donc à la gestion, notamment, des indépendantistes dans le Nord et dans les îles. Donc ça fait partie des acquis, et je crois que c'est important de le dire et de l'affirmer, parce que ça n'a pas toujours existé. Donc c'est important de le rappeler ici. Je m'étouffe sur la calédonisation des effectifs. C'était le but de l'accord de Nouméa, quand même. La calédonisation des effectifs, c'était à partir de 98 qu'il fallait le réaliser, de faire en sorte que les cadres puissent se former et revenir travailler ici. On voit que je ne vais pas dire que c'est un échec, mais quand même, c'est quand même difficile, parce que on reste dans le cercle français, et nos enfants savent bien que même s'ils arrivent à se former dans certaines fonctions, c'est pas garanti de revenir pour travailler pour le pays. Donc d'où toute la difficulté. Donc c'était le but de l'accord de Nouméa. Mais non, c'est fini, c'est passé. Il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Le seul moyen de passer à autre chose, c'est de sortir par le haut et d'accéder à la pleine souveraineté, d'accéder à l'indépendance, de manière à ce que ça soit clair. Il y aura demain, c'est comme ça qu'on règle aussi le problème de l'emploi local, il y aura demain les nationaux et les étrangers. Nos enfants iront passer leur diplôme en France,
dans les autres pays aussi. Pourquoi voulez-vous que la France refuse d'avoir des accords avec le nouvel État? Je ne crois pas. Donc nos enfants continueront à pouvoir aller étudier en métropole et aussi dans les autres pays et seront certains de pouvoir revenir. On pourra faire du tuilage, on pourra avancer concrètement dans cette prise en charge de nos compétences régaliennes. Et puis concernant l'international, l'aide internationale par la Chine, mais on travaille déjà avec la Chine. On travaille déjà avec la Chine, on travaille déjà avec l'Asie. Oui, d'égal à égal, parce que nous sommes français. Et pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de le faire demain, alors qu'on a été capable de négocier des usines à 51-49 parce qu'on avait l'appui de l'État. À faire plier. Parce qu'on avait l'appui de l'État. Oh, mais pas du tout. Non, Ah, non, si. non, c'est pas l'État. Parce que nous, tout seuls, face à la Chine, c'est pas la France qui a pesé, c'est bien la façon dont nous avons mené les négociations. C'est bien parce que les ressources sont ici, parce que les Chinois, ce sont des communistes. Et que cet état d'esprit-là, ils le connaissent bien, ils le comprennent bien. Ouais, ils sont communistes juste sur la forme. Hein. Et ils ont, du coup, on les a fait plier pour qu'ils changent leur loi quand même. Chez eux, ça se fait pas d'avoir un 51-49. Nous, on l'a fait. On a fait plier la Chine. Et on n'a pas bradé nos ressources. Non, mais je crois que Jean Cognier se livre à un exercice difficile qui est de défendre le oui à l'indépendance en cette période. Non, mais, non, c'est pas difficile. Mais ce sont des personne n'est dupe. Je crois que tout le monde sait que ce qui nous permet d'être forts dans les relations internationales, c'est le fait qu'on ait le passeport français qui a un soutien de l'État derrière dans toutes nos relations bilatérales. Demain, on serait un État indépendant de 300 000 habitants avec un quart des ressources de nickel. On ne va pas peser bien lourd. Nos demandes, nos besoins seraient trop énormes par rapport à ce qu'ils ont à nous proposer. Et donc, c'est vrai qu'on lâcherait assez vite les choses. Ce que je veux dire, moi, c'est que aujourd'hui, la notion d'indépendance, elle est pour moi un petit peu dépassée, finalement, parce que on ne sera plus indépendant. Personne ne sera indépendant. Personne ne l'est, même pas la France, finalement. On a tous besoin d'un autre pays. Et nous, on a la chance, finalement, d'être intégrés dans le système français, c'est-à-dire d'être nous-mêmes des citoyens français. Et ce que je disais en début d'émission, je le redis, c'est-à-dire on a les deux bons côtés de la pièce, c'est-à-dire on a une France qui sait reconnaître nos spécificités, qui sait reconnaître l'importance de la culture kanak en Nouvelle-Calédonie et qui sait aussi nous protéger de l'extérieur comme nous protéger de nous-mêmes. Donc autant continuer avec elle, on se gère nous-mêmes et on peut continuer les opérations de rééquilibrage et de formation de cadres calédoniens. Ce que je veux rajouter en plus pour aller au-delà du débat, c'est que vous voyez bien qu'on n'est pas d'accord, Jean Cognier et moi. Et puis on va pouvoir continuer l'émission pendant 2 heures, on va continuer à se répondre les arguments comme une balle de ping-pong. Ce que je veux dire, c'est que au lendemain du référendum, il y aura quelqu'un qui sera content et quelqu'un qui ne sera pas content, entre Jean Cognier et moi. Et il faudra à tout prix passer la déception pour se remettre autour de la table pour discuter de ce qu'on va faire ensuite. Parce que ça, c'est le deuxième message que nous, on porte à Calédonie Ensemble. C'est-à-dire, oui, on est divisé sur ces questions, on l'a bien vu. Mais derrière, il faut qu'on se rassemble sur l'essentiel, c'est-à-dire préserver la paix que nous avons connue depuis 30 ans pour continuer à développer la Nouvelle-Calédonie. Puisqu'une Calédonie qui n'est pas en paix, c'est une Calédonie qui ne se rééquilibre pas, qui ne se développe pas économiquement, qui ne protège pas son environnement, qui ne lutte pas contre les inégalités sociales. Et pour cela, il faut à tout prix éviter de créer des tensions au lendemain du référendum. Et donc, il faut venir à la table des discussions le plus rapidement possible pour savoir comment on se projette dans l'avenir. Et je veux dire par là, comment essayer d'éviter d'aller au 2e et 3e référendum qui serait source de tensions inutiles pour le pays. Parce que je rappelle pour les auditeurs que les 2e et 3e référendums sont possibles. C'est-à-dire que c'est à la demande d'un tiers des membres du Congrès qu'on peut avoir le 2e ou 3e référendum. Si le tiers des membres du Congrès ne le demande pas, il n'y a pas de 2e ou 3e référendum. Et donc l'idée pour nous, c'est de discuter dès le lendemain du référendum pour poser les bases d'un accord entre indépendantistes et un non-indépendantistes qui permettent de poursuivre l'émancipation du pays tout en restant au sein de la République française.
Et vous, Jean Cronier, comment est-ce que vous voyez les lendemains du référendum? Allez, on va poser l'hypothèse d'une victoire du non. Comment est-ce que vous voyez les choses? Pourquoi on ne poserait pas l'hypothèse du victoire du oui? Parce que vous l'avez déjà posé, on a déjà parlé au début. Je ne l'ai pas assez développé. Pour répondre à ce que vous dit Nicolas Metzdorf. Est-ce que vous envisagez des discussions au lendemain de ce référendum, ou est-ce que vous vous projetez tout de suite dans l'organisation d'un deuxième et d'un troisième? En cas de victoire du non, donc supposez la façon dont vous posez la question. Mais on pourra revenir après en cas de victoire du oui. J'aimerais bien, parce qu'on n'arrête pas de parler du non à chaque fois. Et nous, on aimerait bien parler du oui aussi, et que justement, les autres viennent un peu parler du oui, parce que le oui, il peut l'emporter aussi, je vous signale. En cas de non, en cas de non, d'ailleurs, l'État s'est exprimé dernièrement. Je n'ai pas entendu beaucoup sur vos ondes d'en faire état un petit peu, mais bon, c'est vite passé à la trappe. Il a dit qu'il prendrait des initiatives. Donc on attend le 5 novembre pour savoir lesquelles. Il a surtout dit il vous a certainement surtout contredit ce que vous dites depuis plusieurs mois les uns et les autres, que ça serait un trou noir, un saut dans l'inconnu. Que nenni, l'État a bien dit que même en cas de oui, l'État sera encore là et continuera à accompagner le pays. C'est ce qu'avaient dit les présidents de la République successifs, et ce que nous n'arrêtons pas de répéter. Mais bon, comme on n'a pas beaucoup d'écho sur RRB, donc ceci explique cela. Profitez-en. Vive la campagne officielle. Donc, on va parler du non, mais on parlera du oui après, vous promettez? Oui, mais alors parlez vite, parce que le temps passe. Le temps passe. Donc, sur le non, sur les discussions, évidemment, donc l'accord de Nouméa, il est clair. Le Premier ministre l'a annoncé déjà. Si c'est le non, il réunira rapidement les forces politiques. Nous, on n'a jamais fui les tables des discussions. L'accord de Nouméa est clair. Si le non l'emporte le 4 novembre, eh bien, l'accord de Nouméa continue. Les élections provinciales de 2019 ont lieu. Les choses continuent, tout simplement. Donc la question, c'est est-ce qu'on fait les 2 autres référendums? C'est là où vous voulez m'emmener? Eh bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que tout dépendra déjà de cette victoire que vous annoncez, mais que nous on conteste. Quel sera le taux de participation? Quel sera le résultat entre le non et le oui? Et puis, notre analyse, c'est que si éventuellement le non l'emportait, peut-être qu'on n'a pas assez bien expliqué les raisons du oui. Il faut dire que vous ne nous avez pas beaucoup aidé là-dessus. Peut-être que les gens n'ont pas bien compris la façon dont ça a été préparé. Peut-être que ça a mis aussi beaucoup de temps. Les bureaux délocalisés pour les îles, c'était une belle avancée. Mais en contrepartie, restrictions sur les procurations, des informations aussi de la part des médias pour dire que si vous vous inscrivez dans les bureaux délocalisés, vous ne pourrez plus voter dans les îles. Ça trouble aussi les gens dans leur tête. C'est peut-être ça qui a fait que les gens ne se sont pas beaucoup inscrits. Donc il faudra regarder les résultats. Nous pensons sincèrement que si le non l'emporte, en mai 2019, il y aura des élections. Nous aurons plus que 18 élus. Nous visons même la majorité au Congrès. Et que dans ce cas-là, évidemment, il y a de fortes chances pour que l'on convoque le deuxième référendum. Nicolas Metzdorf, ensuite, on pourra parler de la victoire du oui, et puis il faudra malheureusement déjà bientôt conclure. Déjà c'est trop rapide votre émission, Elisabeth. Non, mais ça fait 30 ans que le rapport de force entre indépendantistes et non-indépendantistes, il est de 60% en faveur des non-indépendantistes et de 40% en défaveur des indépendantistes. Les derniers sondages montrent que cet écart avec le référendum, il augmente encore. Donc c'est pas en 2 ans que vous allez réussir à réduire cet écart. C'est pas entre 2018 et 2020, c'est pas entre 2020 et 2022 que vous allez réussir à réduire cet écart, c'est pas possible. Et puis moi, je vais vous dire quelque chose, je vais pas passer ma vie en campagne électorale. Non, mais on a des choses à faire. On a des choses à faire.
Il faut qu'on développe encore notre pays, il faut qu'on construise des logements pour nos gens, il faut qu'on bâtisse des programmes éducatifs qui correspondent à la Nouvelle-Calédonie, il faut qu'on développe le tourisme, il faut qu'on protège notre environnement. Moi, si c'est pour passer 4 ans, 6 ans à discuter du oui ou non, alors qu'on sait très bien que le non, c'est pas pour tout de suite et que ça serait inutile, faut arrêter là. Hein. Non mais c'est une réalité, je veux dire, on a plein de choses encore à faire dans notre pays. On va pas passer notre vie à discuter du oui ou non à l'indépendance. On aura tranché en 2018, d'accord ? On gardera certainement le fait, pour les Calédoniens, de garder ce droit à l'autodétermination, hein, qui nous est garanti et qui sera une demande des indépendantistes. Et il faut le garder parce que je pense que c'est une garantie indispensable pour la paix en Nouvelle-Calédonie. Mais enfin, donnons-nous encore une période assez longue pour pouvoir développer le pays. Moi, je vous dis tout de suite, hein, je te le dis, Jean, hein, je ne vais pas passer de 2018 à 2022 à faire campagne pour le non. Hein. Mais non, je voudrais faire campagne pour le oui. Bon, et alors, si Louis l'emporte, je vous avais promis, voilà. Rapidement. Hein. Oui, mais comme d'hab, quoi, il reste 3 minutes. Et vous avez toutes les évolutions dont vient de parler Nicolas Mesdorf, la clé, c'est le oui. Ah ben non, c'est trop facile, ça. La clé, c'est l'indépendance, c'est le oui. C'est ça, justement. Toutes les évolutions, elles passent par là, parce qu'aujourd'hui, on est bloqué. Parce que vous ne nous proposez rien. Mais si... Vous ne proposez rien du tout. On a poussé... La calédonisation des cadres, c'est nous. On a poussé la Constitution française dans ses derniers retranchements. On est un caillou dans la chaussure de la Constitution française. Non. On est inscrit au titre 13. Il n'y a personne d'autre. Vous l'avez dit vous-même. Il n'y a pas la citoyenneté. C'est la preuve qu'on est reconnu. Eh bien, justement, on ne peut pas pousser plus loin. C'est pas possible. La clé, c'est de voter oui. La clé pour le changement, c'est de voter oui. Parce que tout ce que vous venez de dire, tout le travail qui reste à faire, c'est en étant indépendant qu'on va réussir à le faire. On ne peut plus le faire au sein de la République française, puisque on a poussé les murs de la Constitution. Donc, j'ai plus le temps pour développer le oui, là. Faut développer court. C'est moi qui dois conclure. En plus. Et qu'en plus, vous avez beaucoup de temps de parole d'avance. Enfin, 5 minutes à peu près d'avance. Allez-y, on vous écoute. Demain, nous, ce qu'on propose, c'est de réorganiser le pays. On est quasiment indépendant déjà. On est quasiment indépendant, donc on est capable de gérer notre pays, on est capable de le financer. On le finance déjà largement, aussi bien au niveau de nos institutions qu'au niveau de notre protection sociale. On entend trop souvent des mensonges pour dire qu'au niveau de la santé, c'est la France qui paye. Il faut arrêter ça. Au niveau de la santé, ce sont les cotisations sociales des salariés et des patrons qui payent. Avec la fiscalité. La fiscalité, elle est justement là pour payer les aides sociales. Ce que paye la France, c'est les compétences régaliennes et l'enseignement. L'aide médicale gratuite. Et la défisque. L'aide médicale gratuite, ce sont les provinces, ce sont les indépendantistes qui l'ont mis en place. Pourquoi voulez-vous qu'on revienne en arrière là-dessus ? Il y a des choses qui sont simples, il y a des mensonges qu'il faut arrêter. Nicolas ? Oui, donc c'est le mot de conclusion, là ? Oui. Non. Sauf si... Est-ce que vous voulez conclure après, Jean Cronier ? Est-ce que vous avez une conclusion ou est-ce que vous je vais prendre la parole. Donc, bon. Ce que je voudrais m'adresser aux auditeurs, surtout, c'est que il faut... vous voyez qu'on n'est pas d'accord, hein, mais on est avant tout des Calédoniens. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. C'est que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne doit pas se respecter et on ne doit pas dialoguer. Je dis ça parce qu'au lendemain du référendum, chacun sera responsable là où il est de l'avenir du pays. C'est-à-dire que chacun aura sa part de responsabilité dans le maintien de la paix ou non. Et même si on n'est pas d'accord avec les indépendantistes, il faut pouvoir les respecter et discuter avec eux. Être indépendantiste, c'est une opinion, c'est pas une maladie. Hein. Non, mais parce que trop souvent, on entend, et j'en suis désolé, des militants non indépendantistes qui considèrent que l'indépendantisme, c'est l'ennemi. Non, c'est pas l'ennemi, c'est un Calédonien qui pense différemment. Et que même si on gagne le référendum, il faut poursuivre le dialogue, poursuivre les discussions, parce qu'on ne construira pas un pays en opposant sa population. Voilà. Et donc, certainement que le non va l'emporter. Je vais énerver Jean en disant ça. Certainement que le non va l'emporter. Mais il nous reste des choses à faire ensemble, encore.
On parlait de la formation des cadres, on parlait du rééquilibrage, on parlait du développement économique, de la protection de l'environnement, et on devra le faire ensemble. Et l'État sera encore là, une fois encore, pour nous accompagner, pour nous aider sur ce chemin de notre émancipation et de notre développement. C'était votre mot de conclusion, Nicolas Melsdorf. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Vous n'étiez pas d'accord, mais c'était normal, c'était le but du jeu. C'est la fin de ce 6e débat, la France sous l'indépendance. Merci d'y avoir participé, merci de l'avoir écouté. Dans quelques instants, votre journal du soir vous sera présenté par Michael Judaski. Bonsoir. Merci à nos deux invités, merci à Elisabeth Noël.